Bonjour à tous, bienvenue pour cette 15e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Cette semaine, la vidéo sera sans doute un tout petit peu plus courte étant donné que les résultats ont été moins bons. Je vous en parlerai tout à l'heure dans la page résultats. D'abord les bons, puis les mauvais, qui ont été, une fois n'est pas coutume, plus nombreux que les bons. Ensuite, je terminerai par les classements, mais d'abord, je vous présente tout de suite la deuxième partie de la rétrospective sur l'histoire de la Belgique en Coupe Davis. Alors si Paul de Boerman et William Lemaire de Warzée ont été de très très bons joueurs, le premier grand champion de l'histoire belge fut Jean Wacher. Jean a été 8 fois champion de Belgique et il démarre sa carrière en Coupe Davis en 1921. Jean avait 20 ans au moment où la guerre se déclare. Il a été incorporé dans l'armée, il est monté jusqu'au grade de lieutenant. Après la guerre, il recommence à jouer au tennis, mais il faut attendre la décennie suivante avant de le voir réaliser de belles performances au circuit international. C'est une période où le tennis s'internationalise. Les grands champions ne sont plus forcément américains ou britanniques. L'Australie, par exemple, commence à sortir de très très bons joueurs, mais aussi certains pays en Europe, tels la France, l'Allemagne ou encore l'Italie. Donc devenir un des meilleurs champions était vraiment très difficile pour une petite nation comme la Belgique, mais ça n'a pas empêché Jean Wacher d'atteindre la 9e place mondiale au début des années 20. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte évidemment. Le classement ATP n'existait pas. Quand on parle des statistiques de classement, on a dit récemment que David Goffin avait dépassé Xavier Malisse pour devenir le meilleur Belge au classement. C'est évidemment, il faut entendre par là le classement ATP. Le classement ATP qui n'a été créé qu'au milieu des années 70, donc 50 ans après que Jean Wacher ait été officieusement, ou plutôt officieusement, déclaré 9e mondial. C'était un classement donc tout à fait officieux, mais il tenait vraiment en compte tous les résultats des joueurs. Et donc, par rapport à Bill Tilden, par exemple, qui était le grand champion du début des années 20, lui était numéro 1 mondial, d'autres joueurs américains derrière, et donc Jean Wacher arrivait dans le top 10. C'est le seul top 10 belge de l'histoire du tennis. Alors pour situer un petit peu l'importance de la carrière de Jean Wacher, ce stade de Roland-Garros a été construit en 1928, le tournoi est international depuis 1925, c'est-à-dire qui est ouvert à tous les joueurs de tous les pays. Et avant 1925, il y avait déjà un tournoi qui ne se situait donc pas à Roland-Garros, mais qui était les championnats du monde, officiellement les championnats du monde sur terre battue, et qui se jouaient à Paris, sauf une année, elle s'est même jouée au Leopold Club, à Bruxelles. Mais sinon, en général, c'était à Paris. Et ce tournoi, donc au début des années 20, le futur Roland-Garros, Jean Wacher va atteindre 2 fois la finale, en 1921 et en 1923. En 1925, donc première fois que le tournoi est international et ouvert aux joueurs de tout pays, il atteint encore la demi-finale. Sur gazon, il était un petit peu moins fort, il a quand même réalisé une fois un quart de finale à Wimbledon. Et au cours de sa carrière, dans les tournois officiels, il a obtenu quelques victoires sur Henri Cochet, René Lacoste ou encore Jean Borotra, donc les 3 futurs mousquetaires du tennis français, les futurs grands champions du tennis. Jean Wacher dispute la Coupe Davis de 1921 à 1927. Malheureusement, malgré son talent individuel, il n'est pas très bien accompagné à l'époque. Les joueurs qui sont avec lui dans l'équipe ne sont pas d'un niveau international. Et donc, bien que lui réalise quelques très très bons matchs, il bat notamment les Britanniques Gilbert, Kingscott ou Lissette, qui sont vraiment dans le top européen. Bien malgré ces quelques belles victoires, la Belgique ne remporte durant ces 8 années que 2 matchs contre les Tchécoslovaques et les Polonais, qui étaient vraiment très faibles à l'époque. Et donc voilà, la carrière de Jean Wacher en Coupe Davis, malheureusement, n'a jamais atteint les niveaux que son talent aurait pu permettre d'atteindre. Après le retrait de Jean Wacher, l'équipe va beaucoup tourner, va un petit peu se chercher. Plusieurs joueurs vont obtenir des caps en Coupe Davis, mais sans réussir à vraiment marquer l'histoire de leur empreinte. L'équipe va un peu se stabiliser à la fin des années 30, autour de 3 joueurs, André Lacroix, Charles Neyert, qui ont tous les deux été quadruple champion de Belgique, et Léopold de Boerman, le fils de Paul de Boerman, dont je vous ai parlé dans la première vidéo, qui lui a été 3 fois champion de Belgique.
Alors le format de la Coupe Davis a bien évolué depuis les débuts et depuis la finale de 1904. 25 équipes à cette époque-là, à la fin des années 30, disputent la compétition. Elles sont réparties en deux groupes, deux zones continentales, d'un côté européenne, de l'autre américaine, même si parfois certains pays d'Amérique vont jouer en Europe et vice-versa. Les deux vainqueurs de ces deux zones se retrouvent dans une sorte de finale, et le vainqueur de cette finale rencontrera en fin d'année le tenant du titre de la compétition. Pour situer un petit peu l'équipe à la fin des années 30, l'équipe belge avec les trois joueurs que j'ai précités, ils vont arriver deux fois tout de même en demi-finale de la zone européenne, ce qui équivaut plus ou moins à peu près à la 5e place mondiale, on va dire, ce qui est donc une excellente performance. Malheureusement, ces trois joueurs en individuel ne vont pas réussir à mener une grande carrière, et elle sera de toute façon brisée dès 1939 avec l'entrée en guerre de la Belgique et le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors cette semaine, je n'ai pas prévu de portrait pour la bonne et simple raison que il n'y a pas réellement eu d'exploit réalisé par les Belges cette semaine. Bon, en réalité, oui, il y a eu un exploit, c'est celui d'Arthur de Greeve. Arthur de Greeve s'est imposé aux 15 000 $ futurs de Porto, ce qui en soi n'est pas un exploit, puisque bon, pour un joueur de son calibre, un 15 000 $, c'est un très bon résultat, mais c'est pas un exploit. L'exploit, il vient du fait que Arthur remporte là son 3e titre consécutif en autant de semaines. Et que ce soit à Séville la première semaine, à Santa Margherita di Pula la semaine passée ou à Porto cette semaine, il n'a pas perdu un seul set. C'est vraiment un énorme exploit, c'est très rare. Je pense, je ne sais pas si c'est déjà arrivé sur les circuits futurs, d'enchaîner comme ça 15 matchs en 3 semaines sans perdre le moindre set. C'est assez énorme. Et Arthur devrait maintenant se concentrer, en tout cas sur la fin de saison certainement, sur le circuit Challenger. La deuxième très bonne performance de la semaine est à mettre à l'actif de Kimmer Coppejans, qui a atteint la finale du Challenger de Sao Paulo. Alors Kimmer a fait un choix sans doute difficile mais assez courageux de partir préparer la finale de la Coupe Davis sur terre battue en Amérique du Sud. La semaine passée, ça s'était pas trop bien passé, il avait perdu dès le deuxième tour à Porto Alegre alors qu'il était tête de série numéro 3. Ici, à Sao Paulo, il a fait nettement mieux en atteignant la finale. Alors, il a bénéficié en quart de finale d'un forfait, et en finale, il est un peu passé à côté de son match, mais ça n'empêche que c'est déjà une très bonne performance. C'est sa 4e finale de la saison, la 5e en tout, et c'est vraiment intéressant pour la suite de cette tournée. Le 3e excellent résultat de la semaine, c'est la victoire de Ruben Bemmelmans en double à Mons. Alors c'est un super résultat déjà pour les organisateurs qui ont pu programmer un Belge jusqu'au dimanche, après l'hécatombe du début de semaine, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. C'est aussi surtout, je vous fais pas un dessin, un super résultat en vue de la Coupe Davis. Ruben, on l'a vu en demi-finale, en quart de finale et même au premier tour contre la Suisse, peut par moment jouer à un très très haut niveau en double et par moment se montrer plutôt fragile, plutôt un peu trop tendre. On espère évidemment que cette victoire, qui est la 5e victoire en Challenger, je pense, en double pour Ruben, va lui donner confiance. C'est sa première victoire cette année en Challenger. On espère que ça va lui donner confiance en ses moyens. Il a les moyens d'être vraiment très performant en double. Et en plus, il avait comme partenaire Philippe Petschner, qui a été numéro 10, top 10 en double, qui a gagné Wimbledon et l'US Open dans cette discipline. Donc on espère aussi qu'il a pris de l'expérience auprès de ce joueur très expérimenté. Et donc voilà, tout ça donne de très bonnes indications aussi pour Johan Van Erck, qui doit commencer à avoir évidemment une idée sur le profil qu'auront ces deux joueurs, Ruben et Kimmer, lors de la finale, puisque Ruben ici remporte un challenger en double, Kimmer atteint la finale d'un challenger sur terre battue en simple. On commence à voir quelles seront leurs positions derrière certainement David et Steve, qui seront les deux joueurs de simple. Voilà, donc, et Johan, lui, Johan Van Erck, on le sait également, il est parti avec Kimmer le suivre là-bas en Amérique du Sud. C'est pas exactement lui qui le suit, c'est Joris Delour qui est parti là-bas aussi. Joris Delour qui est un jeune du centre de la VTV dont s'occupe Johan Van Erck. Donc Johan suit Joris là-bas et en même temps il donne quelques conseils à Kimmer et il le suit en vue de la finale de la Coupe Davis.
Il y a encore eu 2 ou 3 autres bons résultats, les quarts de finale en futur pour Alexandre Folli à Antalya, pour Grete Minen aussi côté féminin toujours à Antalya, et pour Jonas Merckx à Sharm el-Sheikh. Alison Van Uytvanck a elle franchi un tour au tournoi de Pékin, tournoi WTA. Alors ce n'est que un tour passé, mais c'était face à Schmiedlova qui est quand même top 30 et qui souvent l'a embêté par le passé. Ici elle gagne en 2 petits sets, donc c'est quand même une assez bonne performance. C'est dans l'un des plus gros tournois de la saison en dehors des grands chelems. Et bah, au deuxième tour, elle perd contre Vinci. Il n'y a pas de honte à ça. Vinci, je vous le rappelle, était en finale de l'US Open. Passons maintenant aux choses qui fâchent. Et évidemment, il s'agit du tournoi de Mons et la débâcle belge en général, avec 7 joueurs qui faisaient partie du tableau final. Et qui ont tous perdu au premier tour. C'est un résultat assez catastrophique et qui a certainement dû désoler les spectateurs qui étaient venus assez nombreux après les résultats en Coupe Davis. Alors évidemment, il faut examiner ces défaites au cas par cas parce que toutes ne sont pas de mauvaises défaites. Je prends par exemple Yannick Mertens qui a dû passer par les qualifications, qui l'a fait brillamment et qui n'a chuté qu'en 2-7 serrés contre Paul-Henri Mathieu qui est quand même un ex-top 12 mondial, le 12e mondial. Donc c'est pas un mauvais résultat du tout pour Yannick. Clément Gaines non plus, il a 19 ans, il jouait le premier tableau final en challenger de sa carrière, il avait reçu une invitation. Et ben, pendant 2 sets, il a vraiment dominé un adversaire qui était classé 250 places au-dessus de lui. Donc c'est pas une mauvaise défaite, il perd finalement par son manque d'expérience. Et c'est justement ce genre de défaite qui peut le faire grandir. Donc je pense qu'il aura tiré beaucoup d'avantages de ce tournoi. Contrairement à d'autres, je pense par exemple surtout à Steve Darcy, à Maxime Autom qui jouait face à des qualifiés. Là on peut vraiment parler de contre-performance en ce qui leur concerne. Alors le tournoi de Mons a évidemment souffert de l'absence de 2 têtes d'affiche, deux des joueurs de l'équipe belge de Coupe Davis. David Goffin qui était tenant du titre, c'est toujours dommage de ne pas avoir son tenant du titre dans le tableau, mais évidemment David, au classement où il est, il n'a plus rien à faire dans les challengers, c'est une perte d'énergie pour lui que d'aller jouer les challengers, il n'y gagne rien, ou presque, très peu en prize money et surtout très peu en points. Quand on est 16e mondial, c'est évidemment les points qui comptent et en vue l'année prochaine d'essayer de se rapprocher du top 10, il était évidemment obligé d'aller plutôt sur la saison en Chine. L'autre absent c'était Kim Kopoyans, on l'a dit, il est en Amérique du Sud pour préparer la Coupe Davis, la finale de la Coupe Davis. Il a bien évidemment raison lui aussi, mais bon, pour les organisateurs du tournoi, c'est un petit peu dommage. Au même moment où on voyait s'accumuler ces défaites au tournoi de Mons, David Goffin, de son côté à Pékin, perdait au deuxième tour contre Fabio Fognini. Isaline Bonaventure et Elise Mertens étaient également battues prématurément à Tampico. Bon, Fognini c'est un excellent joueur, on sait qu'il est capable du meilleur, il n'y a aucune honte à perdre contre lui. Les filles au Mexique, elles avaient déjà de toute façon réussi leur tournée et même très largement. Donc c'est pas grave en soi pour eux, mais c'est juste dommage évidemment de voir la même semaine cette hécatombe parmi nos meilleurs joueurs, surtout après un excellent mois de septembre. C'est toujours difficile de retomber les pieds sur terre. Mais il faut rester positif. C'est évidemment dommage de voir tous ces joueurs avoir un creux en même temps au moment où se déroule le plus gros tournoi, le plus important tournoi en Belgique. Mais ce n'est pas très grave pour leur carrière à eux, et ils ont tous les moyens durant les 2 mois qui restent d'ici la fin de la saison, d'encore nous offrir beaucoup de bons moments. Pour les classements, vous pouvez voir que Steve Darcy est celui qui pâtit le plus de cette défaite au premier tour à Mons, parce qu'il y avait des points de sa victoire à Rennes l'an dernier à défendre. Il fait quand même une jolie chute, mais bon, le côté positif c'est que maintenant il a quasiment plus de points à défendre. Donc son classement actuel devrait être plus ou moins son classement en fin d'année, ce qui reste exceptionnel quand on sait d'où il vient. Il peut même encore l'augmenter un petit peu avec quelques bons résultats en Challenger. Niels de Seen perd aussi quelques plumes, lui c'est un petit peu plus embêtant, il aura bien du mal à terminer la saison dans le top 200, il faudrait vraiment un exploit.
et même arriver à être présent dans les qualifications de l'Open d'Australie, ça va commencer à être difficile. Donc il faut qu'il retrouve son meilleur niveau dans les 1 ou 2 prochains mois pour grappiller les points qu'il faut pour aller à Melbourne. A contrario, le choix de Kimmer commence à s'avérer payant, puisqu'on voit qu'il amorce son retour vers le top 100. Arthur de Greef, avec la série qu'il réalise pour l'instant, continue à grimper également. Attention que les points de Porto ne s'ajouteront encore que la semaine prochaine, donc il va encore gagner environ une quarantaine de places. C'est vraiment un superbe bond au classement pour lui. On voit encore que les demi-finales en futur, il y a 10 jours, de Jonas Merckx et de Stein Meulemans leur permettent de faire une belle progression au classement. Et pour Stein, c'est d'ailleurs le meilleur classement de sa carrière. Chez les filles, Alison Van Uytvanck retrouve le top 50. Elle retrouve également la première place belge. Elle est juste une position devant Jelena Wickmayer. Anne-Sophie Mestag, par contre, perd quelques places. Elle perd la 3e place au profit de Kirsten Flipkens. Et pour elle, ça va être compliqué aussi de terminer la saison dans le top 100. Il s'éloigne vraiment dangereusement. On peut encore voir que Helen Skolsen atteint le meilleur classement de sa carrière, que Deborah Kirs perd quelques places, mais rien de très alarmant. Voilà, c'est terminé pour cette 15e vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.